Bien, je remercie les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de parler ici. Alors, je vais vous parler d'un travail qui est en cours de rédaction et qui est en commun avec Christopher Skinner. Donc, je vais commencer par une introduction pour présenter les résultats. Donc, je vais considérer M un motif sur Q, que je vais supposer pur, et je vais le supposer de poids motivique moins 1. Donc, en ce qui concerne le poids motivique, je vais prendre la convention géométrique qui dit que Q de 1, le motif de Tate, est de poids moins 2. Et je dirais même qu'il est même de poids de Hochstate moins 1. Donc je suppose aussi que le motif M admet une polarisation. Donc c'est-à-dire qu'on a un accouplement non dégénéré de M tenseur M dans Q de moins 1. Et on va supposer, donc on peut considérer la fonction L du motif. Et on va supposer que la fonction L satisfait une équation fonctionnelle du type donc epsilon de M S L de M moins S. Comment? Oui, c'est Q de moins 1. Oui, pardon, Q de 20. Donc, lorsqu'on a une telle équation fonctionnelle, on peut se demander ce qui se passe pour la valeur L, M de 0. Et donc, on a un signe epsilon M 0 qui vaut plus ou moins 1. Et alors, bon, ici, on suppose que le motif F est pur. Donc, déjà, la catégorie des motifs purs n'est pas totalement, en tout cas, les motifs de Grothendieck n'est pas totalement bien définie. Mais on peut aussi, il y a un folklore qui parle de la catégorie des motifs mixtes. Et dans cette catégorie, on peut regarder certains groupes d'extensions. Et là, on va s'intéresser à X1QM. Et on va reconsidérer les extensions qui ont bonne réduction. Je vais mettre un Z, un indice. Donc ça signifie en gros que dans les extensions qu'on considère, on n'a pas plus de ramification que la ramification qu'on a dans M. Donc par exemple, si le motif M est non ramifié partout, on obtiendra que ça classifie les extensions de Q par M qui sont non ramifiées partout. Donc il y a une conjecture qui dit que le rang de ce groupe est égal à l'ordre du 0 de L en S égale 0. Donc c'est une conjecture qui est due essentiellement à Beilinson et Deligne, et qui est une généralisation de la conjecture de Birch-Swinnerton-Nayer. Alors bon, pour attaquer cette conjecture n'est pas chose facile, hein, bien entendu, mais elle est encore moins facile par le fait qu'on ne sait même pas définir cette catégorie de façon convenable. Donc il y a Bloch et Kato qui ont donné une autre interprétation de la conjecture. Donc au lieu de regarder ces extensions de motifs, eh bien, on va regarder des extensions de représentation galoisienne. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on va regarder les réalisations p-adiques de ces extensions. Alors, si j'appelle MP la réalisation p-adique de M, eh bien, donc on a une action du groupe de Galois absolu sur ce QP vectoriel, hein, je vais noter ça GQ, et on peut définir un groupe de Selmer donc ça va être un sous-groupe de la cohomologie galoisienne de Q coefficient dans NP, la réalisation p-adique de M, qui va être définie comme le noyau, c'est le noyau du morphisme de restriction suivant. Donc on regarde H1Q MP dans. Alors on prend la somme pour tous les nombres premiers L différents de P de H1 QL, pardon, IL MP plus, alors pour L égale P, on prend H1 de IP et MP tenseur Bécris. Alors ici, donc ici, IL, c'est un groupe d'inertie en L, en IP aussi, et Bécris, c'est l'anneau des périodes p-adiques de Fontaine. Donc, je ne vais pas donner une description. Donc, en gros, une extension, par exemple, si M est non ramifié en L ou alors en P, ou en P, enfin en P ça veut dire, donc est non ramifié en L ou cristalline en P, eh bien dire qu'on a une extension, dire qu'on a avoir un élément dans ce groupe de Selmer revient à dire qu'on a une extension, donc la donnée d'un élément dans... Oui, alors j'ai oublié de dire, donner une notation pour le groupe de Selmer, notation, ce qu'on appelle le H1F, de Q dans NP. Donc la donnée d'un élément dans le H1F, c'est équivalent. C'est équivalent à la donnée d'une extension qui va être non ramifiée en L et cristalline en P. C'est pour donner une idée de ce que représente ce groupe d'extension. Ou alors, donc on va s'intéresser à un cas particulier. Excusez-moi, quand l'inertie en fait, IP est un bénéfice. Oui. De décomposition. C'est possible, mais je me demande si c'est pas équivalent. Donc là, je prends le noyau, hein, attention. Et non, je crois que c'est ça. Hein.
crois que c'est ça. Bon, alors, on va regarder, considérer le cas particulier suivant. Donc je vais prendre f, une forme modulaire. Donc primitive. Et donc on sait que par Scholl, il y a un motif associé à cette forme modulaire, que je vais noter MF, et dont les réalisations p-adiques eh bien, redonnent les représentations galoisiennes associées à F. Donc plus précisément, eh bien, on va avoir MF P qui va être égal à VFP, qui est la représentation galoisienne définie, qui vérifie la propriété suivante. Donc VF, qui est la représentation galoisienne de ligne. Bon, je ne vais pas rappeler toutes les propriétés, mais si je suppose que f est de poids k, eh bien le poids motivique de VFP est k-1. Les poids de Hochstate sont 0 et k-1. Et si f est de niveau si f est de niveau n, VFP est non ramifié en L divisant par N. P. Bon, alors, je vais changer un tout petit peu mes notations. Je vais supposer que F, donc ici, avec les conditions que j'ai données, le motif MF ne satisfait pas les conditions que j'ai données au départ. Il n'est pas autodual. Pour ça, il faut supposer que le caractère de f, le Nebentypus de f est trivial. Alors, je vais supposer deux choses. Je vais supposer que f, donc je change les notations. Hein. Donc, nouvelle notation. Donc, je suppose que f est de poids 2k-2. Je suppose que le kf est de caractère trivial. Donc de toute façon, pour que les conditions du motif MF soient remplies, il faut que le caractère soit trivial et que le poids soit pair. Donc je ne rajoute pas de conditions superflues ici. Et alors, dans ce cas-là, si on regarde MF de K-1, donc MF va être de poids motivique de K-3. Donc si je regarde MF de K-1, ça va être un motif de poids -1, comme on veut. Et donc on peut se poser la question, savoir si la conjecture de Bloch-Kato est satisfaite. La conjecture de Bloch-Kato est l'équivalent de la conjecture de Beilinson de ligne pour le groupe de Selmer. Et alors en fait, bon, on ne démontre pas ça, mais on démontre le résultat suivant. Donc le théorème est le suivant. Alors, pour l'instant,
on suppose que le niveau de f est trivial. En fait, on verra dans le cours de la démonstration que cette condition est nécessaire parce qu'on ne connaît pas suffisamment de propriétés locales de certaines représentations galoisiennes associées à des formulaires de Siegel. Mais lorsqu'elles seront satisfaites, ces conditions, on peut démontrer ça dans le cas général. Alors, donc dans ce cas-là, on suppose que, alors premièrement, donc f est ordinaire en P. Et que, bon, ici c'est P ne divise pas N. Bon, j'ajoute cette condition qui est superflue évidemment si on suppose N égale 1, mais qui est nécessaire dans le cas général. Et la deuxième condition qu'on suppose, donc f est ordinaire en P, ça c'est important. Bon, le fait que P ne divise pas le niveau, je pense que ça peut être écarté. Bon, la deuxième condition, c'est que epsilon f, le signe de l'équation fonctionnelle ici, vaut moins 1. Donc ça revient à dire que l'ordre du 0, la fonction L, est impair. Donc la conclusion, donc alors, eh bien, le groupe de Selmer est non trivial, donc c'est-à-dire le rang est au moins 1. Bon, alors, alors plusieurs remarques. Bon, la première remarque, c'est que si la fonction L de f en k-1 a une dérivée non nulle, et ça nulle, alors, je vais d'abord dire lorsque le poids vaut 2, donc dans ce cas-là, le cas où le poids k égale 2, c'est-à-dire que 2k-2 égale 2 aussi. Donc c'est le cas en particulier d'une courbe elliptique, lorsque f est associé à une courbe elliptique. Eh bien, ce résultat est dû à Gross-Zaghé. Un résultat so you assume n is 1 in this term? Sorry? N is 1? Yes. So it doesn't divide. Well, I said that, well, so far we should assume this, but all the strategy is fine in general, except that at some point we need some property which is known only in the case n equals 1. But if we assume that this property is satisfied, then we need this assumption. Donc le résultat est dû à Gross-Zaghé dans ce cas-là. Encore dans le cas k égale 2, eh bien, le résultat est dû, enfin, ça résulte d'un travail de Nekovar. Donc, qui utilise la conjecture de Mazur qui a été prouvée par Watzal et par Cornu. Et enfin, dans le cas si K est quelconque, eh bien, si la dérivée ne s'annule pas, le résultat a été annoncé, le résultat
le même résultat est annoncé à Harder. Alors, la stratégie de Harder est vraiment de construire un motif mixte. Donc la stratégie de Harder consiste à construire un motif mixte alors qui va être de la forme, donc ça va être une extension de MF je suis dans le bon sens. Ça. Donc c'est une construction géométrique. Seulement, donc il peut construire le motif en général, seulement il peut démontrer que cette extension est non scindée seulement lorsque la dérivée ici ne s'annule pas. Donc notre résultat, on n'a pas besoin de supposer cette condition. Et en fait, la méthode de Harder consiste à utiliser une certaine forme modulaire de Siegel. Donc dite de Saito Kurokawa. Et de construire ce motif mixte dans la cohomologie de la variété de Siegel de dimension 3. Donc je vais revenir sur ces notions, puisque en fait notre méthode ne consiste pas à construire géométriquement un objet, mais à construire directement une extension dont on saura qu'elle est non triviale par construction. La conjecture qu'on peut avoir, et qui je pense n'est pas difficile à vérifier, qui ne devrait pas être difficile à vérifier, c'est qu'en fait, l'extension qu'on construit doit être la réalisation p-adique du motif mixte de Harder. Et d'une certaine façon, ce qu'on peut vérifier, c'est que, bon, je peux rajouter ça comme une dernière remarque, c'est que il semble que cette extension soit canonique en un certain sens, c'est-à-dire que, en tout cas, par notre méthode, on peut construire uniquement cette extension, on ne peut pas en construire d'autres. Ce qui suggère qu'elle est canonique, c'est la méthode de construction qu'on a, et c'est aussi le fait que lorsque il y a un accouplement sur les groupes d'extension, qui lorsqu'on prend l'accouplement de cette extension avec elle-même, eh bien on obtient un multiple non nul de la dérivée ici. Et donc ça c'est comme ça que Harder démontre que dans ce cas-là son extension est non triviale. Bien. Alors, donc le plan que je me suis donné pour ces exposés, pour expliquer la stratégie du théorème, la stratégie de la preuve du théorème. Donc je vais d'abord parler de... Je vais donner d'abord des rappels sur les formes de Siegel. Ensuite, on va donner des...
On parlait de forme modulaire p-adique. Ziegel. Et en fait, on va construire des familles de formes modulaires p-adiques, précisément. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'une forme dite de Saito Kurokawa, eh bien, on va construire une famille de formes p-adiques de Ziegel qui passe par cette forme de Saito Kurokawa. Donc ça va donner en quelque sorte une déformation p-adique de cette forme. Et, et dans la troisième partie, on va voir que l'utilisation de la déformation p-adique de SK de F. SK de F, c'est cette forme de Saito Kurokawa qui est construite à partir de F. Donc on utilise la déformation p-adique de SK de F pour construire l'extension. Donc le point crucial dans la troisième partie, ce sera de regarder la déformation p-adique de représentation galoisienne correspondante et de voir qu'elle est génériquement irréductible. Bon alors, on est de forme de Ziegel. Voilà, j'ai des notes. Donc, on va parler d'abord de variété de Ziegel. Donc, tout ce que je vais faire, je vais considérer le cas du genre 2. En fait, toute la partie 1, toute la partie 2, en fait, marche en genre quelconque. Et la partie 3, elle utilise précisément le fait que les formes de Saito Kurokawa sont de genre 2. Donc, mais on peut généraliser. Mais pour alléger les exposés, je suppose que G égale 2. Donc je vais considérer le groupe G égale GSP4. Donc c'est le groupe des matrices similitude symplectique 4 tel que transposé A iota A égale nu. Excusez-moi, je vais noter ça gamma plutôt. Alors ici, gamma, je vais l'écrire sous la forme A gamma, B gamma, C gamma, D gamma par bloc. Donc chaque bloc est une matrice de 2. Iota, c'est la matrice de la forme symplectique canonique. Donc c'est la matrice identité de taille 2. Et en fait, ici, nu de gamma, c'est un élément qui va se trouver dans... si je regarde ici, donc c'est un élément qui se trouve dans GM. Donc je dis simplement que transposé gamma, iota gamma est un multiple de iota. Et ce multiple, je l'appelle nu de gamma. C'est le multiplicateur. Voilà, on peut définir une variété de Shimura, en fait, qu'on appelle ici variété de Ziegel. Donc, je vais considérer K ce groupe ouvert compact. Et on peut considérer la variété de Shimura SK comme G de Q sous H2 croix G2F sous K. Alors ici H2, et en fait, si je vais prendre G plus de Q, donc ici H2 c'est le demi-espace de Ziegel.
Donc c'est l'ensemble des matrices Z complexes symétriques de parties imaginaires définies positives. Et le plus ici signifie qu'on suppose que le multiplicateur est positif. On a besoin de cette condition pour pouvoir faire agir G plus de Q sur H2. Donc, si on prend gamma dans G de Q et on prend Z dans H2, qui met l'espace de Siegel, eh bien, on a l'action gamma Z est A gamma Z plus B, c'est gamma Z plus B, gamma inverse. Donc, on peut vérifier que c'est bien défini. Donc, l'action de G plus de Q est diagonale ici. Sur G de AF, c'est par translation à gauche. Et l'action de K se fait uniquement sur le facteur de droite, comme dans le cas de l'exposé précédent. Bien. Donc, une remarque, c'est que lorsque nu de K égale Z chapeau, voilà. Si on pose K égale, pardon, si on pose gamma égale K inter G de Q, eh bien, on vérifie facilement que, en utilisant un terme d'approximation forte, que ceci était la même chose que H2, c'est par gamma. On définit la notation, je définirai ça plus tard. Donc, ce que je veux rappeler ici, c'est que cette variété, donc on a une variété complexe ici, dimension 3, et en fait cette variété complexe a une structure algébrique sur Q, hein, ça c'est un théorème de Shimura, et en fait il y a même une structure entière, ça résulte d'un théorème de Mumford. Donc si K est de niveau n, donc ça signifie que K contient les matrices gamma dans G de Z chapeau qui sont congrues à l'identité modulo n. Eh bien, SK a une structure canonique sur Z2A sur N. Alors, cela résulte du fait que il y a donc on a un foncteur, je vais noter S rond K, qui va dans la catégorie des Z1 sur N schéma, les ensembles. Donc si on prend T, en Z1 sur N schéma, on lui associe l'ensemble des triplets, donc on prend A, une variété abélienne de dimension 2, lambda, une polarisation principale, et phi, une structure de niveau, donc ça c'est sur T. Donc lambda, c'est une polarisation. De la variété abélienne, enfin disons du schéma abélien. A sur T. Et phi, c'est un isomorphisme. Donc on prend le module de Tate de A. Ouais, T, c'est peut-être pas une bonne notation. Et phi, c'est un isomorphisme entre le module de Tate de A et Z chapeau carré plus Z chapeau carré de 1. Donc ici, c'est le module de Tate. De A.
Et phi est défini modulo phi est défini modulo un élément dans grand K. Donc on considère cet ensemble-là et on divise par la relation d'équivalence des triplets ainsi définis. Donc Mumford démontre que ce foncteur est représenté par un schéma et c'est un exercice de vérifier que représenté par SK, un schéma dans cette de 1 sur n et tel que SK de C est exactement ce qu'on avait donné, la définition qu'on a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire G plus de Q sous H2 pour G de AF. Bien. Évidemment, ici, c'est sur T. Hein. Bon, alors, par le problème de déformation, on voit qu'on a un schéma abélien universel. Donc, A sur SK. Qui est déterminé par, si on prend n'importe quel T point dans SK, eh bien si on prend le pullback, on obtient la variété abélienne A sur T qui telle que A lambda phi représente la flèche de T dans SK. Bon alors, sur C, la variété abélienne universelle peut se construire de la façon suivante. On regarde C2 croix H2. Et alors, on va voir une action de gamma sur la gauche et une action de Z4 à droite. Alors l'action de gamma, si on prend gamma dans grand gamma, oui, pour simplifier, je suppose que nu de K est égal à Z chapeau étoile pour ramener toujours à une variété de Siegel qui a une seule composante connexe. Donc l'action de gamma, donc si je prends Z1, Z2, un couple dans C2 et un aimant Z dans H2, donc c'est défini de la façon suivante. On prend Z1, Z2, J de gamma Z inverse, gamma Z. Alors J de gamma Z, ça va être un élément dans GL2 de C, et qui est l'élément C gamma Z plus D gamma. Et gamma.Z, on a défini l'action. Donc ça c'est l'action à gauche, et l'action à droite, est défini par donc je prends N1 et N2 dans Z2 et l'action à droite du couple N1 N2 sur ce triplet, donc je vois un couple N1 N2 comme un élément dans Z4 est déterminé par, donc on prend Z1, Z2, plus N1, plus N2Z. Et ici, on prend Z. Donc, on remarque que si on prend un élément
Z dans H2, la fibre au-dessus de Z du schéma abélien grand A est déterminée par, donc on prend C2 et on divise par Z2 plus Z2 Z. Hein. Bon. Pour définir des formes modulaires de Siegel, on doit définir des faisceaux automorphes. Donc, on considère, je vais appeler pi le morphisme structural de la variété abélienne universelle A dans SK. Et je regarde les formes différentielles de A relativement à SK. Et je prends l'image directe par pi. Donc ça fait un faisceau cohérent localement libre de rang 2 sur SK. Hein, si on prend les fibres de ce faisceau, on obtient par exemple la fibre en Z du faisceau, on obtient les formes différentielles invariantes de la variété abélienne, AZ. Et ça AZ. Donc c'est bien localement libre de rang 2. Et donc je vais noter ce faisceau oméga, petit oméga, par ça. Alors sur C, eh bien, si on regarde oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ça c'est A de C et que la flèche a une flèche canonique sur SK de C qui est déterminée par la projection sur le deuxième facteur. Donc, la description complexe du faisceau oméga souligné est la suivante. Donc, sur C, donc gamma sur C. Bien, bah d'abord, si on regarde pi étoile de oméga 1 de C2 croix H2 sur Z4. Donc, on voit qu'il y a... on va obtenir les fonctions, le faisceau des fonctions holomorphes sur H2 des Z1 plus le faisceau des fonctions holomorphes OH2 des Z2. Et donc, si on prend un élément, si on prend U, un ouvert dans H2, disons stable par gamma, et on regarde une forme différentielle oméga dans pi oméga 1 C2 sur croix H2 sur Z4. En ayant gamma dans grand gamma, on peut regarder l'action de gamma sur oméga. Donc oméga, on peut l'écrire comme F1 des Z1 plus F2 des Z2. Donc, par un petit calcul, c'est très difficile de vérifier, si je ne me suis pas trompé, que gamma étoile de oméga de Z, oméga, en Z, disons, va être égal à, donc, des Z1, je l'écris matriciellement, des Z1 des Z2 en J de gamma Z, moins 1, donc je vous rappelle, c'est un élément d'orgie L2 de C, et ici je mets F1 de gamma Z, F2 de gamma Z. Donc autrement dit, donc,
on en déduit que, donc si je regarde maintenant oméga souligné, qui est le faisceau de l'image directe par pi de oméga 1 A de C sur SK de C, eh bien, si je prends maintenant U1 ouvert dans H2, qui va être stable, on va voir oméga de U, ça va être l'ensemble des fonctions F1, F2 dans O de U. Carré tel que eh bien, si on prend J de gamma Z moins 1 F1, F2 de gamma Z, eh bien, on obtient F1, F2 de Z, pour Z dans U. Donc ça donne la définition des formes modulaires de Siegel, exactement similaire à la définition classique des formes modulaires. Donc, définition. Donc, je vais considérer K1, K2, deux entiers, tel que K1 est plus grand que K2 est plus grand que 0. Et je vais considérer le faisceau oméga indice K1, K2. Donc je vais prendre la puissance symétrique K1 moins K2 du faisceau oméga souligné. Et je vais tordre par la puissance extérieure, plutôt pour le déterminant du oméga, donc qui est la puissance extérieure carrée de oméga, à la puissance K2. Donc si donc les formes modulaires de Siegel de poids K1, K2, donc forme K2. Un tel couple, je le noterai K souligné. Et c'est l'espace H0 SK. Je vais l'écrire ici. Donc, je vais noter ça M indice K souligné de gamma virgule A comme H0 de SK. Donc, il se prend ici le schéma de Siegel sur A, oméga indice K1, K2. Ici, A, c'est une Z de 1 sur N algèbre. Bon, alors, une remarque, c'est que dans la définition habituelle des formes modulaires, on regarde des sections globales sur la courbe modulaire fermée. Ça revient à dire qu'il y a une condition d'homomorphie aux pointes. Dans le cadre des formes modulaires de Siegel, en fait, on définit une compactification. On peut définir, c'est des travaux difficiles, des compactifications toroïdales de SK sur Z de 1 sur N. Hein. Ces compactifications sont des compactifications lisses qui ont été construites par Chai et Faltings. Et en utilisant ces compactifications, on dit que l'espace des formes modulaires sont définis comme les sections globales du faisceau oméga sur la compactification. Et dans ce cas-là, le faisceau oméga est regardé comme l'image directe de pi, où pi, ça va être le faisceau structural d'une variété semi-abélienne sur la compactification toroïdale. Mais en fait, il y a un principe de Kocher
qui dit que dans le cas lorsque le genre est supérieur ou égal à 2, en fait, prendre les sections globales sur la compactification revient au même à prendre les sections globales sur la variété ouverte. Donc c'est pour ça que je donne ces définitions-là aujourd'hui, pour ne pas m'encombrer avec ces définitions de compactification. Bien, alors, une dernière remarque, qui n'est peut-être pas... C'est que si gamma contient les matrices unipotentes, X, donc X ici c'est une matrice symétrique qui est dans M de Z. Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas difficile de voir que une forme modulaire de poids K souligné va vérifier si je prends F dans MK souligné gamma C. Alors, je vous rappelle que par définition, F, ça va être une forme vectorielle. Qui va être à valeur dans sim K1 moins K2 de C. Tenseur déterminant C2, pardon, déterminant K2. C'est pour définir l'action. Et on va voir que f de z plus x égale f de z. Et donc on a un développement de Fourier f de z sous la forme somme de a s f exponentielle de pi trace de sz, où s varie dans les matrices symétriques demi-entières. Demi-entière, ça signifie que les éléments qui sont à l'extérieur de la diagonale sont des demi-entiers. Et en fait, il y a un principe du Q-développement qui résulte des travaux de Chai et Faltings. C'est que si les coefficients de Fourier appartiennent à A, c'est seulement si la forme modulaire f est définie sur A. Voilà. Ok. Bien, alors je vais parler d'opérateur de Hecke. Bon, alors si on prend un élément xi dans G de Q, eh bien, on peut construire un morphisme qui va aller de S indice K psi dans S indice K. Alors ici, K psi, c'est le conjugué de K par psi. Et ce morphisme est défini par, sur le foncteur correspondant, est défini par, si je prends A lambda phi, j'associe A lambda xi moins 1 rond phi. Je rappelle que phi est à valeur dans z chapeau carré plus z chapeau carré de 1. Et donc, j'applique xi, un élément qui se trouve dans G de Q, à ce morphisme. Oui, en fait, si je veux que ça reste dans z chapeau, il faut que je prenne cet élément dans M4 de z. Bien. Donc ça, c'est défini un morphisme que je vais noter xi, qui va être défini sur z de 1 sur n. Et maintenant, si je considère plus généralement, donc je prends un élément xi comme ça, et je considère la classe double gamma xi gamma, que je vais décomposer comme une réunion finie disjointe
de classe à gauche gamma xi I. Et si je prends F, oui, avant de dire ça, excusez-moi, il faut que je dise qu'à partir de ce morphisme xi, en fait, on obtient un morphisme de faisceau de oméga sur sk dans oméga sur sk xi. Image directe. Et donc, on obtient un morphisme des formes modulaires. Donc, H0 de SK, oméga K souligné, dans H0 de SK xi, oméga K souligné. Et si je prends F dans cette espèce de section globale, l'image de F est notée F slash xi à 10 k bar. Donc ça c'est l'image F par ce morphisme. Bon alors maintenant je prends une classe double que je décompose en classe à gauche, disjointe, et je note F slash gamma xi gamma k bar, c'est la somme des F slash xi I k bar sur I. Oui, j'ai un facteur de normalisation qui est nu de gamma puissance moins 3. En général, ça sera moins G plus 1 sur 2. Bien. Alors en fait, il y a des opérateurs de Hecke particuliers qu'on va considérer. Donc, supposons que n soit le niveau de K, je vais considérer les opérateurs de Hecke pour les premiers L qui ne divisent pas n, donc T0L, qui va correspondre à la classe double de l'élément 1, 1L, L. T1L correspond à 1L, L2, L. Et diamant L qui va correspondre à la matrice identité. L fois identité. Et je vais définir un polynôme de Hecke donc pour donc L ne divisant par n, je considère le polynôme Q indice L de x. Donc c'est le polynôme de degré 4 qui est égal à x4 moins T0L x3 plus L T1L plus 1 plus L2 diamant L x carré moins L3 T0L diamant L x plus L6 diamant L carré. Alors, ce polynôme de Hecke est l'équivalent en genre 2 du polynôme de Hecke bien connu dans le cas classique, des formes elliptiques. Ça c'est équivalent à x2 moins TLx plus L diamant L. Et il est particulièrement important parce que bon, on peut définir une fonction de θ associée à une forme de Siegel propre pour les opérateurs de Hecke. Donc la fonction de θ. Alors oui, une chose c'est que si je regarde
il y a on peut définir une structure de multiplication sur les opérateurs de Hecke que je ne vais pas rappeler. Et ces opérateurs de Hecke commutent entre eux et forment une algèbre sur Z que je vais noter R de n. Et quand je vais avoir une forme propre pour les opérateurs de Hecke dans R de n, ça veut dire qu'on va avoir un morphisme d'algèbre que je note lambda indice F, si ma forme est appelée F, qui va aller de R de n dans Q bar. En fait, c'est un théorème. En fait, ça vient de la structure rationnelle de la variété de Siegel qu'on tombe bien dans Q bar. Et on définit la fonction de θ de f comme le produit. Alors, c'est une fonction de θ non primitive. On prend les nombres premiers qui ne divisent pas n et on regarde lambda f de ql de L puissance moins S. Moins 1. Et donc, les fonctions de θ convergent parce que partie réelle de S est strictement positif. Et la partie réelle de S est assez grand, grand par rapport au poids. Par contre, j'ignore si on connaît l'existence du prolongement méromorphe et l'équation fonctionnelle pour cette fonction de θ. Bon, une autre raison pour laquelle ces polynômes sont importants, c'est l'existence de représentations galoisiennes. Donc, je suis un peu en retard, on est pour 5 minutes. Ça va ? Donc, je suppose f propre. Donc, f propre signifie que f vérifie les conditions qui sont là-bas. Alors, il existe une représentation galoisienne, disons ρ indice f, qui va aller du groupe de Galois absolu dans GL4 de QP. Oui, en fait, disons GL4 de L, où L c'est une extension finie de QP. Donc, j'ai fixé un nom premier P au départ. Ceci étant vrai pour tout nombre premier. Alors, qui vérifie les propriétés suivantes. Premièrement, c'est que ρf est non ramifié en les premiers L ne divisant pas NP, N étant le niveau. Donc, le polynôme caractéristique de Frobenius L. Donc ici, c'est un Frobenius géométrique de ρf de Frobenius L est donné justement par lambda f de ce polynôme, lambda f de QL de x. Troisièmement, donc on a ρf dual qui est isomorphe à ρf tenseur nu-f moins 1. Alors nu-f, c'est le caractère de GQ qui est les vérifiants nu-f de Frobenius L égale lambda f de diamant L au cube. Sorry? Here, Frobenius L. QL of x? Sorry? X? X? No, x is indeterminate. Yes, the characteristic polynomial.
for which L, for L not dividing NP, of course. Alors ça donne les conditions en les nombres premiers L qui ne divisent pas NP. Donc en L égale P, on a les propriétés locales suivantes. Si P ne divise pas N, d'abord en général, ρ F restreint à un groupe de décomposition en P et de 2 rames. Cinquièmement, si L ne divise pas, si P ne divise pas N, elle est en plus cristalline. Et donc, si on regarde l'image de cette représentation par le fonctionnaire de Fontaine, décris de ρf, qui est égal à ρf tenseur Bcris, et on prend les invariants. Donc on a un Frobenius qui a J ici, et donc on obtient une action de Frobenius sur le module de Fontaine ici. Donc je vais l'appeler ici phi. Donc le polynôme caractéristique de phi est donc lambda f de qp de x. Bien, donc je vais terminer par une remarque concernant ces différents points. Alors, l'existence de la représentation galoisienne, les points 1 et les points 2, ils sont dus essentiellement à Lomont et Weissauer. Bon, à partir du moment où on a l'existence, le point 3 est trivial. Il suffit de regarder, il suffit de vérifier que si alpha est une racine de QL de lambda f de QL de x, eh bien nu lambda f de L cube alpha moins 1 est aussi une racine. Donc ça vient du fait que le paramètre de Langlands d'une représentation locale non ramifiée de GSP4 est une classe de conjugaison dans GSP4. La propriété 4, c'est dû au théorème de comparaison de Faltings. La propriété 5, la première partie, c'est dû encore au théorème de comparaison de Faltings, plus la structure entière de la variété de Siegel, qui elle est due à Chai et Faltings. Et le dernier point, c'est dû à une combinaison de théorème de comparaison donc Chai-Faltings, la structure entière, le théorème de Katz-Messing, plus epsilon, qui est un travail que j'ai fait. Et voilà, je vais m'arrêter pour cette fois.